l'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Au Cameroun, le Parlement examine un projet de révision constitutionnelle pour la création d'un poste de vice-président de la République qui deviendrait le successeur constitutionnel du chef de l'État. Le projet de loi instituant le poste de vice-président au Cameroun reçoit l'onction des parlementaires. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot peut faire les gens mal. Le président camerounais Paul Biya a promulgué mardi une loi visant à rétablir le poste de vice-président. Le président Paul Biya a désormais les mains libres pour désigner un vice-président. Le poste de vice-président de la République est désormais institué au Cameroun. La précipitation avec laquelle vous conduisez cette réforme-là est suspendue. Après de nombreux débats houleux et de nombreuses incertitudes, aujourd'hui nous avons la certitude que le nouveau poste de vice-président au Cameroun est désormais une réalité. Désormais, on se pose la question non seulement de la date à laquelle sera pourvu ce nouveau poste, mais surtout du profil. Et il faut le dire, si pour moi la question de la date ne peut être malheureusement pas résolue à travers mes analyses, ici je m'intéresse particulièrement à celle du profil qui est sans doute le sujet le plus déterminant. Avant de continuer, voici un petit quiz sur le sujet du jour. Laquelle de ces affirmations est vraie? A. Le poste de vice-président doit être obligatoirement attribué. B. Les attributions du vice-président sont inscrites dans la Constitution. C. Un des avantages à la création de ce poste est l'allègement du travail de l'Assemblée nationale. D. Le vice-président sera élu sur une liste unique avec le président de la République. Nous aurons la réponse en fin de vidéo. Pour commencer, je tiens à clarifier ma position sur ce sujet de modification constitutionnelle qui nous lègue un nouveau poste de vice-président au Cameroun. En fait, je pense que cela aurait été totalement légitime dans un autre contexte, mais là, je trouve ça complètement scandaleux. Déjà que cette décision-là a été prise à une vitesse grand V et en plus, le Parlement qui l'a adopté n'est plus supposé être aux affaires depuis plus d'1 an. Et là, finalement, la décision est adoptée par une assemblée, excusez-moi du terme, finalement illégitime, car oui, il faut dire les termes. Et pour moi, ça remet sur la table la question de la position même de l'Assemblée nationale et du Sénat dans la démocratie, dans tout le jeu démocratique, en fait, de notre pays. Mais bon, peut-être on en reparlera dans un autre sujet. Pour ma part, tout ce stratagème-là témoigne en fait d'un manque de confiance du régime en place en son électorat, qui est conscient de la possibilité, même de la probabilité de ne plus avoir la majorité, donc à l'Assemblée préfère nous sortir ce manège-là afin d'assouvir ses désirs. Ceci dit, vu le contexte actuel, notamment l'âge avancé du chef de l'État, il ne faut pas 150 de QI pour comprendre que cela est simplement la préparation d'une succession prochaine. Et cela n'est pas du tout étonnant, c'était même prévisible, car bon là, c'est le seul moyen d'éviter une élection anticipée en fait qui viendra déjouer des plans déjà conçus. Et on le comprend encore mieux lorsqu'on analyse en fait les motifs qu'ils ont donnés pour justifier cette modification-là, en fait, qui, ma foi, n'avait pas vraiment de sens. Moi, j'ai cru, en lisant le texte, qu'il s'agissait d'un candidat. Parce que bon, moi, je m'attendais à ce qu'on nous présente peut-être une analyse des défaillances du système actuel pour comprendre en fait qu'on a un besoin. Et là, ce nouveau poste de vice-président-là serait présenté comme la solution pour résoudre ces défaillances-là. Maintenant, on n'a rien eu de sérieux. Et c'est, comme je l'ai dit, inadmissible. Je ne vois que un texte qui dit qu'on veut le vice-président. Il va faire quoi? Il va devenir quoi? Il est même quoi? Comme autre élément, on a le mode d'attribution même du poste. Il est nommé par le président de la République sans autre justification. Et dans le texte adopté, il est mentionné que c'est le président de la République qui décide de ses attributions. Si le président veut un vice-président, qu'il le dise. Et qu'il nous dise ce qu'il va faire à ses côtés. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais même pas si on se rend compte en fait. Parce que là, il s'agit d'une personne qui peut prendre la tête de l'État à tout moment en fait, en cas de vacances. Et nous, on ne sait même pas à quoi il sert à part cela. En fait, c'est clair que là, ce poste-là, son seul rôle, c'est d'être le successeur. La première chose, si on a un vice-président à vocation de succession, qu'il soit stable.
Et ceux qui vont venir dire que oui, mais même aux États-Unis, il y a un vice-président, c'est vrai. Il y a des vice-présidents aux États-Unis, Brésil, Argentine, Philippines et bien ailleurs. Mais eux, au moins, s'ils sont nommés, généralement sur la même liste que le président, et leurs attributions sont connues de tous. C'est là toute la différence. Pour aller plus loin, il y en a qui pensent que, en fait, c'est juste un moyen pour permettre au fils de succéder au père. Mais en observant le contexte actuel encore, moi, il est légitime de se demander, est-ce qu'ils oseraient? Vraiment, est-ce qu'ils oseraient faire cela? Pour analyser cette petite interrogation-là et mieux comprendre de quoi on parle, je vais faire une étude de cas. Et je vais me baser, un peu comme à l'école, sur des cas similaires, notamment au Togo, au Gabon et au Tchad. Histoire de voir un peu comment ça s'est passé ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, et essayer de faire des conjectures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Cameroun et le Togo ont une belle partie commune de leur histoire coloniale. En fait, après 1884, la conférence de Berlin, le Togo comme le Cameroun ont été sous protectorat allemand. Et après la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre se sont partagés le pays sous le couvert de la SDN. En fait, le Togo, son cas est souvent cité comme l'exemple typique de la succession père-fils en Afrique. Après l'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, en 1963, le pays est entré dans une grande période d'instabilité qui a abouti à la prise de pouvoir de Gnassingbé Eyadémam en 1967. À noter qu'il avait revendiqué déjà en 1963 avoir pris part à l'assassinat du premier président. Gnassingbé dirige le pays pendant 38 ans d'une main de fer et à sa mort en 2005, son fils Faure Gnassingbé prend la relève et succède à son père, mais pas par la voie des élections. Faure Gnassingbé est le ministre des Travaux publics au Togo sous son père. Il a également été député, dont il était déjà bien intégré dans le système politique togolais. À la mort du père, l'armée togolaise intervient directement et confie le pouvoir donc au fils. Elle suspend la constitution et décide de ne pas respecter l'ordre constitutionnel, quoi. Parce que, disait-il, le président par intérim normal n'était pas au pays. Mais bon, après plusieurs pressions extérieures, internationales, l'Union africaine et les pays extérieurs, ils ont trouvé une alternative à tout ça et ont décidé, bon, c'est pas l'armée, mais le fils en fait a été nommé, choisi pour être président de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire l'intérim. Bon, ils ont ainsi légalisé un peu la situation et puis bon, jusqu'aujourd'hui, Faure est au pouvoir. Il a été réélu plusieurs fois après, même s'il y a eu quelques manifestations populaires, mais bon. Ici, en fait, on a une influence militaire forte, renforcée par un jeu de passe-passe institutionnel qui a donc affirmé le pouvoir de Faure Gnassingbé après son père. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la petite histoire, Faure est encore au pouvoir et il n'est plus officiellement président de la République, mais aujourd'hui, il est président du Conseil des ministres du Togo et il n'est plus soumis aux élections. Comme quoi, concernant le Gabon, qui est le voisin du sud du Cameroun, il faut dire que Omar Bongo, le père donc, arrive au pouvoir en 1967 après la mort du président de son prédécesseur, Léon Mba. Mais contrairement aux autres, il n'est pas venu par coup d'État ou alors par manipulation. Il prend le pouvoir normalement car il est désigné dans le cadre du système en place et il est resté au pouvoir pendant 42 ans. À sa mort en 2009, son fils Ali Bongo prend le pouvoir. À l'époque, il était ministre de la Défense et il a eu une longue carrière politique. Il figurait déjà parmi les figures centrales du régime gabonais. En fait, après la mort du président Omar, dans le respect de la Constitution, il y a eu un intérim qui est organisé et après des élections. Et Ali Bongo remporte ces élections. Donc, malgré de fortes contestations, il est président, il succède à son père. Mais bon, on ne peut pas lui tirer là-dessus. Mais il faut dire qu'avec le temps, il remportait toujours les élections. Mais il y avait de plus en plus de protestations populaires. Et finalement, en 2023, nous avons assisté à un coup d'État magistral
que je ne qualifierai pas plus que ça, et au thème duquel Ali Bongo a été renversé et il se trouve jusqu'à aujourd'hui exilé. Donc, tout est bien qui ne finit pas bien. Pour ce qui est du Tchad, il faut dire que c'est le cas le plus assumé de ceux qu'on a vu, qu'on a pu voir dans cette vidéo. En fait, Idriss Déby, le père, arrive au pouvoir en 90 par une rébellion armée, donc par coup d'État, et il renverse le président en place avec le soutien militaire, parce que lui-même il était militaire, puis il consolide son pouvoir pendant 30 ans et finalement il meurt en 2021. Et donc à sa mort qui s'est faite au franc pendant un combat pas plus important que ça, son fils Mahamat Idriss Déby, alors général dans l'armée et chef de la garde présidentielle, lui succède au pouvoir. Étant déjà bien établi dans l'armée et un acteur central au Tchad, parce qu'il faut savoir que le Tchad, c'est un pays où l'armée joue un rôle très important, et c'est ainsi qu'il succède à son père. Il faut dire en fait que, pour la petite histoire, à la mort du père, direct l'armée prend le pouvoir. Ils dissolvent toutes les institutions, la constitution et autres, et on assiste à la mise en place d'un conseil militaire de transition, à la tête duquel, bien évidemment, siège le fils. Et il dirige dans le pays pendant 3 ans pour une transition. Parce qu'ils ont dit transition militaire. Transition de quoi à quoi, ça je ne sais pas. Mais bon. Ensuite, une nouvelle constitution est adoptée et cette constitution lui permet bien évidemment de se présenter à l'élection suivante. Et sinon c'est pas drôle. Et il remporte donc finalement cette élection et devient président officiellement, constitutionnellement en 2024 lors d'un scrutin très controversé. On remarquera que dans tous les cas, étudier le successeur, genre le fils qui succède au père, avait déjà une situation bien implantée dans le régime en place. Il occupait déjà un poste affirmé, déjà sous son père. Mais dans notre cas, rien du tout. Le CV, il n'y a rien du tout, c'est tout blanc. En fait, le fils dont on parle ici, il n'a jamais rien occupé comme poste au Cameroun, donc c'est complètement différent. Le Cameroun ne pourrait donc pas reproduire ces schémas sans risquer un chaos total en fait. Mais là, je ne suis pas en train de dire, de montrer l'impossibilité du père à nommer son fils à ce poste. Hein. Non, pas du tout. Au contraire, car dans notre contexte, nous observons une démarche différente qui n'avait été choisie jusque-là par aucun autre chef d'État précité. Et ce qui révèle la singularité du contexte dans lequel nous sommes au Cameroun actuellement. Et finalement, à bien y penser, je me dis oui, il pourrait oser, bien que cet individu, ce fils-là, n'ait pour l'heure rien occupé comme poste, mais il pourrait oser finalement. Somme toute, je préfère ne pas m'enfermer dans du pessimisme et j'ose espérer qu'ils tiendront compte de la situation dans laquelle on se trouve dans notre contexte et qu'ils ne s'enfermeront pas dans leur utopie, pour ne pas dire dystopie, destructrice. Car ce fils mentionné n'a jamais rien géré au Cameroun, même pas de faux semblants, n'a jamais été actif sur la scène politique nationale. Mais quand même, si son père voulait faire de lui son successeur, il aurait compté quelque chose, non? Car il aurait impliqué depuis bien longtemps dans les affaires pour que que ça coule de source. Vous ne pensez pas? En y réfléchissant, je me dis qu'on ne peut pas attendre beaucoup d'un pays où à la télé, on voit ça. Ce poste revient à la famille de Paul Biya. Ah bon? Le niveau est alarmant. Pour ce qui est du petit quiz présentant des vidéos, ceux qui ont été attentifs ont sûrement trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien de la réponse C. Et oui, ils ont donné comme justificatif de la nécessité de ce nouveau poste-là, l'allègement du travail de l'Assemblée nationale. Quelle grande ingéniosité, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de partager, liker, de commenter et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle discussion.